Bonjour à tous, bienvenue sur l'Actu Matin. Le Bénin et le Niger ont leur attention tournée vers Niamey en attendant que ce qui se passe là-bas pourrait nous donner une idée de ce qui pourrait provenir d'un moment d'échange entre les anciens présidents béninois Boni Yahi et Nicéphore Soglo et les militaires au pouvoir dans ce pays depuis juillet 2023. Ils sont partis de Cotonou depuis hier et laissent un mince espoir de voir les relations assez dégradées ces derniers temps entre les deux pays s'améliorer. Nous allons nous interroger lors de nos débats sur les chances de réussite de ces médiateurs volontaires. Dans tout matin ce matin, deux invités. Le premier sera au téléphone, Dr Didas Tossou, il est sociologue et il a travaillé sur le marché d'Antokpa. Vous devinez qu'il nous donnera son opinion sur cette actualité-là liée justement à ce grand centre et son devenir. Ce sera dans une quinzaine de minutes. Le second, lui, sera en plateau. Kodjo Reli, secrétaire général de la COSI Bénin, la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin. Avec lui, nous allons nous interroger sur cette mauvaise tête que font les syndicats après l'annonce faite par les députés de les retirer du Conseil économique et social où ils étaient présents. On fait les échanges dans un instant. Bienvenue à tous. Voici la une des journaux chez vous. Fraternité pour commencer. Bruno Mochon, sociologue spécialiste de la débrouille et de la déviance sur les jobs de vacances. On peut l'organiser pour sécuriser l'étudiant comme cela se fait dans les pays développés. Assemblée nationale, la loi portant création des ordres a été adoptée. Et puis, une loi modificative et complétive sur la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Il passe. Afrique francophone appuie la validation de l'annotation par divers acteurs. Avis d'annulation d'appel d'offres de l'assise. Voici le matinal. Relecture de la loi organique numéro 92-010 du 16 juillet 1992. Voici le nouveau visage du CES, le Conseil économique et social, les syndicats définitivement écartés. Le journal vous propose les raisons. Et puis Coton, une autre contre-performance de la rupture, selon le journal. L'affiche du jour, ouverture ce jour du colloque international sur la culture politique à Cotonou. La politique africaine passe sous scanner au Bénin, passée sous scanner au Bénin pendant 3 jours. Et puis First Info, traitement de pathologies complexes, le Chic, un hôpital de classe internationale ouvre bientôt ses portes au Bénin. Adjatia News, crise Bénin Niger, les anciens présidents Soglo et Yahi tentent une médiation. Dabarou, dénouement de la crise Bénin Niger, Boni Yahi et Nicéphore Soglo sont reçus par les autorités nigérienne. Le Béninois libéré critique à celle des dictatures militaires de l'AES et la réalité, talon panafricaniste ou support de la France. Décryptage info, produits agricoles, l'ananas béninois épinglé en France pour excès de pesticides. Éveil info, reddition de comptes à Parakou, voici ce qui est fait dans le premier arrondissement. Et puis ce peu session de juillet 2024, les résultats annoncés pour vendredi prochain. Nord Bénin, révision du code électoral au Bénin, que doivent comprendre les imams. Nous sommes de retour à la une de fraternité pour la deuxième lecture. Dr Bruno Bochos, sociologue de la débrouille et de la déviance sur les jobs de vacances. On peut l'organiser pour sécuriser l'étudiant comme cela se fait dans les pays développés. Assemblée nationale, loi portant création des zones adoptées. Loi modificative et complétive sur la santé sexuelle et reproductive au Bénin. Il passe Afrique francophone appuie la validation de la notation par divers acteurs. Et puis avis d'annulation d'appel d'offres de l'assise. Voilà donc ce qu'on peut retenir de fraternité. Deux choses qui pourraient vous intéresser. La page 7 qui vous récapitule l'actualité sportive. Vous avez le compte rendu du déroulement de l'Euro jusqu'à l'étape d'hier soir. Avec l'Italie qui s'est qualifiée pour le tour suivant. Achetez Fraternité et Élysée, informez-vous. D'ailleurs, Ali Bouli passera par ici pour vous donner d'autres détails liés justement à cette compétition qui court en Allemagne actuellement. Et puis l'actualité en Afrique avec le Kenya, le Congo-Brazzaville aussi et le Mali. Qu'est-ce qu'on dit de ces différents pays-là? Achetez le journal et découvrez bien.
Nous allons passer maintenant au bulletin de l'information avec Florence Bossa. Florence, bonjour. Bonjour Dans votre Tanguy, bonjour bulletin ses amis d'information, téléspectateurs. on va parler de cette actualité-là. Les anciens présidents du Bénin, Boni Yahi et Nicéphore Soglo, qui s'invitent dans la résolution de la crise avec le Niger. Une démarche qui suscite assez d'analyses et de commentaires. En attendant les nouvelles de Niamey, on peut déjà se demander ce que ce déplacement pourrait apporter à la résolution de la crise. Dans ce journal, nous suivrons la tentative de réponse de Kodjo Orecha. Il est analyste géopolitique. Et puis en sport, nous parlerons de la 6e édition de la formation des jeunes officiels qui a débuté. C'était samedi passé. C'est une initiative du ministère des Sports mise en place à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Cette formation gratuite s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport à la base. Voici le bulletin. Deux anciens présidents du Bénin qui s'invitent pour une solution à la crise qui oppose le Bénin et le Niger. À Nicéphore Dieudonné Soglé Bouriaï sont depuis hier soir à Niamey pour tenter quelque chose, ce qui suscite d'ailleurs en tout cas beaucoup d'intérêt du côté de Niamey. Florence Bossa. Exactement, Tanguy, une démarche qui suscite assez d'analyses et de commentaires. Et justement, que peut-on attendre de ce déplacement de Niamey? Kodjo Orisha, analyste géopolitique, tente d'y répondre au téléphone. Nous allons le suivre. Il a été recueilli par Franck Aounou. Alors, ce qui est à noter, on apprend déjà que du côté de Niamey, on est prêt à recevoir les deux anciens chefs d'État, ce qui est déjà bien. Est-ce que ça pourra juguler la crise? Ce serait déjà un bon début, vous savez. Moi, je dis personnellement que dans cette crise, c'est le Bénin qui a le plus grand nombre de cartes en main. Mais du point de vue des avantages stratégiques, nous perdons davantage dans cette crise, puisque le Niger, c'est un client. Vous comprenez un peu, au-delà même des anciens chefs d'État qui ont pris l'initiative d'aller vers le Niger et qui montrent que nous sommes conscients de ce que représente le Niger dans notre réalité économique. Le Bénin peut également jouer d'autres voies, hein, puisque nous entretenons de bonnes relations avec Washington, de bonnes relations avec Paris, mais également de bonnes relations avec Moscou. Il y a à peine quelques mois, il y avait une délégation du ministère russe des Sports qui était venue signer un mémorandum ou une entente sur les activités sportives avec notre ministère des Sports ici. Donc, ce qui fait que en Cotonou, ou si vous voulez, le gouvernement béninois a beaucoup de cartes en main, davantage de cartes en main que le Niger, qui aujourd'hui ne peut que manœuvrer du côté de Moscou, Téhéran ou encore Pékin. Donc, l'initiative des chefs d'État, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'il existe également d'autres pistes à explorer et que le chef de l'État ou notre gouvernement ne fasse pas économie des moyens. Et je tiens à souligner également que le Niger, c'est notre partenaire le plus fiable. Nous avons un voisin un géant de l'autre côté qui fait 215 millions d'habitants et qui a des sauts d'humeur, mais c'est un très grand voisin avec qui nous devrions cohabiter et qui est un très grand partenaire économique, mais qui a quand même beaucoup de sauts d'humeur. Vous avez le Togo de l'autre côté qui dispose d'un port qui est un port en eau profonde, qui est donc un véritable concurrent pour notre port autonome de Cotonou ici, d'un point de vue géographique, économique, hein, et qui fait que c'est un concurrent, malgré que ce soit un pays frère. Donc, la véritable profondeur stratégique que nous avons avec le Niger. On ne peut que ménager le Niger. Et on reprend les choses de très belle manière. Donc, Cotonou ne doit pas faire l'économie des moyens pour résoudre la crise. C'est nous qui avons toutes les cartes en main, mais l'avantage des décisions, l'avantage stratégique, c'est du côté de Niamey. On ne peut pas nier cela. Et c'est même pour ça que nous faisons tout le nécessaire pour que la crise puisse juguler et pour que le Niger, Niamey, puisse retrouver sa voie naturelle, le corridor Cotonou-Niamey. Vous savez, si c'est une initiative qui est prise de façon indépendante du gouvernement, il est fort probable que ça ne puisse pas réellement aboutir à quelque chose. Donc, les anciens chefs d'État veulent mener ce type d'initiative. Il est bien que ce soit en accord avec le gouvernement, connaître les positions du gouvernement par rapport à la question et ensuite aller du côté de Niamey et connaître également la position de Niamey. Et c'est en fonction des deux positions qui pourront harmoniser les points de vue et aboutir à une sortie de crise. Mais si c'est une initiative indépendante qui ne prend pas en compte les positions du gouvernement béninois, il est fort probable que ça échoue.
C'est un aspect très important à prendre en compte. Et je serais heureux, ou j'aurais été heureux, je ne connais pas la profondeur des choses, que ce soit le gouvernement qui fasse lui-même appel à ses anciens chefs d'État et que cela ne soit pas une initiative isolée. L'Agence nationale d'identification des personnes se rapproche davantage des populations. Une convention de partenariat a été signée ce lundi à Cotonou entre l'agence et la Poste du Bénin. L'objectif poursuivi par les deux parties est de rendre disponibles les services de l'ANIP dans toutes les agences de la Poste du Bénin. Les détails avec Hugues Fingbi. Voici l'acte qui scelle le partenariat entre l'Agence nationale d'identification des personnes et la Poste du Bénin. À travers cette signature de convention, l'ANIP et son partenaire s'engagent à fournir dans les locaux des agences de la Poste et au profit des populations 3 principaux services. Il s'agit notamment de la livraison aux citoyens d'actes d'état civil, du transport des envois de l'ANIP vers son réseau d'agences par le biais de notre réseau d'agences de 125 agences réparties sur l'ensemble du territoire, et la fourniture des e-services de l'ANIP par le biais des bornes tactiles. Concrétisation d'une vision inscrite dans le plan de développement 2023-2027 de la Poste du Bénin, cette innovation vise à garantir aux populations un accès plus facile aux actes d'état civil. Cette convention s'inscrit notamment dans la vision du gouvernement du président Patrice Talon de transformer le Bénin en une plateforme de services numériques pour l'accélération de la croissance et l'inclusion sociale, d'où l'interopérabilité et qui met en communion l'ANIP avec d'autres agences et la population ainsi que toutes les structures de l'État. Et le client, quand il rentre dans nos agences, par rapport à son besoin, via les interfaces qui sont conçues, il cliquera juste sur le bouton et par rapport à son besoin, la page va s'afficher. Il pourra prendre son acte de naissance sécurisé et tous les autres services et on pourra imprimer directement sur les imprimantes rattachées à la borne et c'est des imprimantes couleur au prix connu pour que le client puisse être satisfait. D'une durée de 3 mois, la phase pilote de ce projet démarre le 1er juillet 2024. Elle concerne 5 agences de la Poste du Bénin, telles que celles d'Abomey-Calavi, Boycon, Parakou Centre, Lokossa et Djougou. Parlons à présent de ces nouveaux joyaux qui redonnent beauté aux grandes villes du Bénin, notamment Cotonou. Il s'agit des nouveaux marchés, dont celui de Kadjeroun, inauguré récemment. Une de nos équipes de tournage a suivi une jeune visiteuse à travers les couloirs et les stands de ce nouveau marché. Esther était habituée au marché à ciel ouvert. Aujourd'hui, elle prend ses marques dans un marché de type nouveau. Nous allons la suivre dans ses achats. Nouveau marché de Kadjeroun. Il est 15h07 à Cotonou. Dans l'espace dédié aux produits manufacturés, une jeune visiteuse fait son entrée. Après une courte hésitation, elle se dirige vers un étalage. Quelques 5 minutes d'échange. Et voilà Esther qui repart avec un plateau d'œufs. Ici, elle a déboursé la somme de 2000 francs CFA. Loin de tourner les talons après ce premier achat, la jeune visiteuse s'avance vers un autre étalage. En face, plusieurs produits l'intéressent. Au bout d'un laps de temps, la jeune Esther tend à la vendeuse un billet de 2000 francs CFA, un 2000 francs et un autre de 500 francs CFA pour payer ses 2 kilos de riz, sa bouteille d'huile et ses boîtes de tomates. J'ai pris des œufs, du riz, de l'huile et de la tomate. Franchement, j'ai aimé le cas du marché. Au moins, tout est aéré, tu sais, là où se trouve chaque élément, tu vas directement, tu vas prendre ce que tu veux. Et les prix, ouais, c'est abordable, tout et tout. J'ai franchement aimé. Satisfaite d'avoir effectué ses emplettes sans difficulté, la jeune Esther peut rentrer chez elle
pour préparer son plat de riz au gras. Après celui-ci, 19 autres marchés modernes seront ouverts bientôt sur toute l'étendue du territoire national, au grand bonheur des populations. La 6e édition de la formation des jeunes officiels a débuté ce samedi 22 juin 2024. C'est une initiative du ministère des Sports mise en place à travers l'Office béninois du sport scolaire et universitaire. Cette formation gratuite s'inscrit dans le cadre de la promotion du sport à la base. Retour sur les temps forts de la cérémonie dans nos prochaines éditions. Tanguy, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Florence Bossa, donc pour la présentation de ce bulletin d'information. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Mesdames et messieurs, je l'ai annoncé au début de cette émission. Notre invité au téléphone, c'est Dr Didas Tossou, sociologue. Avec lui, on va échanger autour de l'actualité du marché d'Antokpa. Voici l'invité au téléphone. Docteur Didas Tossou, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes sociologue et enseignant-chercheur. Merci beaucoup d'avoir accepté de décrocher tôt ce matin notre appel et surtout d'accepter d'échanger avec nous sur la situation du marché d'Antokpa, le plus grand marché de Cotonou et du Bénin pour certains. Alors, docteur, il y a bien longtemps que le gouvernement a décidé et annoncé la délocalisation du marché d'Antokpa. Sinon, pour être plus clair, la suppression, doit-on dire, du marché installé sur le bord de la lagune de Cotonou. C'est le plus grand marché du Bénin, existant depuis plus d'un siècle, mais dans le vrai, quel est son apport à l'économie nationale du Bénin? Merci beaucoup, merci pour cette opportunité que vous m'offrez ce matin. Bonjour à tous les téléspectateurs. Le marché d'Antokpa, c'est un marché particulier. Oui. Le marché d'Antokpa apporte beaucoup à l'économie nationale parce que tout ce qui se passe dans le marché, ce n'est pas seulement les Béninois qui y participent, c'est toute la région de l'Afrique, toute la région, tous ceux qui sont autour de nous, tous les pays qui sont autour de nous qui viennent. Et le simple fait de quitter quelque part, de traverser les frontières et venir au Bénin, de séjourner au Bénin déjà, ça fait déjà beaucoup de choses pour l'économie nationale. Et ensuite, ceux qui viennent de l'extérieur ou ceux qui viennent de l'intérieur du Bénin viennent découvrir beaucoup de choses, beaucoup de talents, beaucoup de produits que les Béninois arrivent à faire sortir, à faire montrer au monde. Donc, l'économie nationale bénéficie beaucoup de choses au niveau d'Antokpa. Vous savez que quand vous regardez un peu le tronçon Cotonou-Parakou ou Cotonou-Nukusa, vous allez constater que les véhicules qui viennent de ces zones-là viennent avec des produits locaux, c'est-à-dire ananas, maïs, tout ça. Tout vient, tout concourt vers Antokpa. Ouais. Vous imaginez qu'à Antokpa, on peut trouver le yam et à Parakou, ne pas trouver le yam. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose à Antokpa, il y a un trésor qui est caché et il faut y aller pour trouver. Tout ce que vous cherchez à Antokpa, je dis bien tout. Vous pouvez être dans un village, vous n'allez pas trouver une feuille, mais vous verrez à Antokpa, vous allez trouver la feuille. Donc, Antokpa contribue véritablement à l'économie du Bénin et déjà, même les expatriés, je ne vais pas nommer exclusivement, mais les expatriés qui viennent savent très bien qu'ils gagnent beaucoup de choses. C'est ça. Alors certains présentés comme des nostalgiques, parlent d'un label, d'une marque, d'un produit et d'une histoire du Bénin. Est-ce qu'ils n'exagèrent pas un peu là? Ce n'est pas juste un centre commercial tout court? Non, D'Antokpa n'est pas un simple centre commercial. D'abord, quand on vous dit D'Antokpa, ça veut dire quoi? Sinon, on va expliquer littéralement. Oui. C'est le serpent au bord du lac. Et nous savons très bien dans notre langue, surtout en fond, quand on dit dans. Et dans Donoumé. Donc, c'est le serpent qui nous a apporté du bonheur, qui nous a apporté de la joie, de l'argent, de la richesse. Et dès que j'entends ça, j'ai envie d'aller vers ce marché-là qui donne toujours quelque chose. Vous voyez les femmes qui sont assises dans ce marché-là ne se plaignent pas trop. C'est vrai qu'on se plaint, mais pourquoi elles ne quittent jamais ce marché? Parce que tôt ou tard, elles trouvent leur bonheur, elles trouvent ce qu'elles doivent pouvoir vendre
C'est pourquoi tout le temps on y va. Même si vous créez un marché à l'intérieur de Cotonou ou Cotonou voisin, vous constatez que les femmes viennent toujours acheter, même si c'est paiement 100 francs, elles quittent ailleurs pour venir acheter. Elles préfèrent prendre taxi et venir acheter à Dantokpa. Ça veut dire que Dantokpa joue un grand rôle même dans le subconscient de la femme et de tous ceux qui vont dans ce marché. Alors, comme je l'ai dit, on parle d'un marché séculaire. Quel a pu être le secret de Dantokpa pour traverser autant de temps? Très bien. Vous savez que d'abord, la position du marché, c'est les anciens quartiers de Cotonou. Dantokpa est dans un ancien quartier de Cotonou. 4e arrondissement, c'est un ancien quartier de Cotonou. Deuxième chose, Dantokpa est situé à une position où tous ceux qui viennent de Porto Novo, qui, je les salue par ça, sont plus commerçants, viennent toujours vers Dantokpa pour s'abreuver et donc pour vendre ce qu'ils veulent. Dantokpa n'est pas loin du Nigeria, donc on peut quitter le Nigeria pour venir vendre à Dantokpa. Mieux, vous savez que tous ceux qui sont autour, c'est-à-dire les femmes vendeuses de poissons et consorts, elles sont à côté. Dès qu'elles quittent le lac, leurs poissons sont achetés directement et vendus en même temps directement dans le marché. Donc, il y a tellement de possibilités de se voir là. C'est comme il y a 5 ans, 10 ans, quand vous allez au stade, c'est un grand lieu de rassemblement. Et donc, Dantokpa, c'est un grand lieu d'échange. Et non seulement échanges commerciaux, mais échanges sociaux, parce que lorsque vous avez un rendez-vous à quelqu'un là, vous le trouvez. Tout converge vers Dantokpa. Dantokpa a une importance. Et vous vous rappelez un peu, il y a 15 ans, lorsqu'on a parlé de la décentralisation, la mairie courait pour dire, je dois prendre Dantokpa. Pourquoi ne pas chercher à prendre d'autres marchés? Pourquoi on tient à prendre Dantokpa? Ça veut dire que Dantokpa a une certaine importance, a une certaine notoriété que la mairie cherchait à prendre pour pouvoir donner plus de valeur à son économie locale, oui. Et aussi plus de visibilité, parce que si on dit Dantokpa était sous la mairie de Cotonou, elle aurait fait beaucoup de choses. Oui. Et donc, Dantokpa n'est pas un simple lieu d'échanges commerciaux. Qu'est-ce que ça représente en réalité, au-delà du centre commercial qui peut être, au plan socioculturel, par exemple? Je viens de dire tout à l'heure que lorsqu'on parle de dents, c'est comme une divinité qui vous apporte... La divinité de la chance, oui. Voilà, une divinité qui vous apporte de chance, qui vous donne du bonheur. Et donc, si on dit que on a le marché Dantokpa, ce n'est pas seulement un centre commercial, c'est un centre qu'on doit pouvoir vénérer. Je dis bien, on doit pouvoir vénérer. On ne va pas l'adorer, mais on doit pouvoir vénérer parce que quand on y va, on n'a jamais appris que le marché Dantokpa a fait un malheur pour quelqu'un. Non. Même si je vais là-bas que mon argent est perdu, c'est que peut-être que je n'ai pas porté les gants pour ma sécurité. Sinon, lorsque vous allez vers le marché Dantokpa, c'est toute une culture. Vous vous rappelez, à côté de Dantokpa, il y avait ce qu'on appelle l'Egba à côté. Oui. Et tout le temps, les gens allaient là pour faire des sacrifices. Vous savez ce que c'est que l'Egba? Oui. Donc, il y en avait à côté de Dantokpa. Les riverains, surtout les dauphins, faisaient aussi des rituels à côté du marché. Et donc, vous constatez que ce n'est pas seulement des échanges, mais il y a un esprit culturel et culturel à côté. C'est ça. Aujourd'hui, on annonce la suppression, doit-on dire, du marché Dantokpa. En tout cas, le gros va partir. Ce qu'il reste, on ne sait pas ce que ça va devenir. Qu'est-ce que ça vous fait, vous qui avez fait attention justement à ce marché-là pendant longtemps? Bien. D'abord, je voudrais dire qu'on ne transporte pas un marché. Ce qui se fait de l'autre côté, ce n'est pas le marché Dantokpa. Parce que non seulement il n'y a pas un fleuve ou un lac à côté. La lagune. Parce que tout ce qui se fait comme divinité, je viens de vous dire, on ne peut pas transporter de là et aller quelque part. Donc ce qui se fait ailleurs ne peut pas être appelé Dantokpa. Non. Et ça, on peut lui donner un autre nom. Donc si on transposait, on pense transposer le marché de Dantokpa vers quelque part, ce n'est pas un marché qu'on va contrôler, mais on crée un nouveau marché. Ça ne peut pas être Dantokpa. Maintenant, le lieu, si on transposait, on ne crée pas un marché. Le marché se crée de lui-même. Vous savez ça? On ne décrète pas la création, l'animation d'un marché. C'est la population, la communauté qui s'y trouve
avec un esprit et on aménage le lieu pour la population, pour la société, pour la communauté. Et donc, si vous allez quelque part, vous dites que vous allez créer un marché, vous risquez d'avoir des éléphants blancs. Alors, on sait, hein, avec la position de Dantokpa actuellement, ça a beaucoup de soucis, hein, à la fois, je dois dire, environnemental, parce que beaucoup de déchets dans la lagune à côté, c'est un souci de sécurité. Vous vous rappelez certainement, c'est l'ombracage intervenu avec des gens qui sont partis par bac motorisé sur la lagune et qui ont totalement échappé, je dois dire, aux forces de l'ordre et de sécurité. On n'a pas pu les retrouver entre-temps. C'est beaucoup d'autres soucis. Est-ce que véritablement, il n'y a pas une raison, effectivement, de délocaliser aujourd'hui dans Tokpa? Si vous allez dans ce sens, je vais vous dire non, parce que le gouvernement a les moyens nécessaires d'aménager dans Tokpa, d'aménager la berge lagunaire et d'en faire même un lieu touristique. Et donc, on peut aménager véritablement le marché d'Antokpa et sécuriser davantage. On a les moyens technologiques aujourd'hui pour sécuriser nos eaux, pour sécuriser nos airs. Et donc, on peut aménager d'Antokpa et en faire davantage un marché vraiment international. C'est bien international, mais internationalement modernisé. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce que de façon sporadique, il y a cette insécurité qu'il faut forcément supprimer le marché. Encore qu'on ne supprime pas le marché, on va peut-être vouloir dire on va fermer, mais vous allez constater d'ici là que même si on ferme, les gens vont passer là, cherchant toujours à y vendre quelque chose. Même si on mettait la police, ils vont vouloir bousculer. Regardez les marchés qui sont au bord de nos voies. Les femmes, quand elles vont dans ces marchés, au lieu de rester à l'intérieur du marché, elles viennent toujours au bord parce qu'elles veulent accueillir le client. Et donc, ce n'est pas évident qu'on puisse dire que c'est parce qu'il y a une sécurité qu'on veut quitter la lagune, mais c'est peut-être parce qu'il y a deux intentions politiques, il y a deux intentions que nous ne maîtrisons pas. Nous ne sommes pas les gouvernants, nous sommes les gouvernés. Et donc, on ne peut pas aller au-delà de cette compréhension des choses. C'est ça. Une dernière curiosité, le temps de vous laisser vaquer à vos occupations. De ce matin-là, vous avez cité beaucoup de divinités, hein, la divinité Dan, la divinité Toulegba, etc., qui en tout cas veillaient entre griffes sur ce marché-là. Maintenant que le marché va partir, faut-il craindre ou pas des représailles entre griffes de la part de cette divinité-là où tout va se passer tout normalement? Cette divinité, je ne présage rien, mais cette divinité pourront réclamer le non-départ de tout le monde. Je vous ai dit tout à l'heure que même si on transposait le marché, vous allez constater que des gens vont s'entêter de venir là. C'est l'esprit de nos divinités qui font ça. Ils vont s'entêter de venir. Quand ils les amènent, ils ne seront même pas. Ils vont vouloir toujours vendre quelque chose là. Vous avez vu l'espace qui a été sauté là où il y a le parking. Vous constatez que les gens continuent de venir un peu. Même si c'est un petit plateau, elles déposent. Il n'y a que ça ce que la police va dire. Même si on tue le Béninois, parce que c'est une divinité, parce que c'est notre culture, il va vouloir y rester. Donc, si on dit qu'on va faire partie, à moins que nous fassions aussi d'autres rituels pour calmer les esprits là. Docteur Didas Tossou, merci beaucoup. Et c'est moi. Je rappelle que vous êtes sociologue, hein, c'est un chercheur. Je vous avais au téléphone au sujet de l'actualité liée au marché d'Antokpa. Bonne journée à vous, docteur. Merci beaucoup et parlez à vous. Merci. Retour à Cotonou. Maintenant, on va retrouver Ali Moumouni pour l'actualité des sports. Allez, on va faire donc le tour d'horizon de l'actualité des sports ce matin. Ali Moumouni, bonjour. Bonjour Tanguy. Allez, on commence par quoi? Parce que j'ai dans mon menu à la fois les échos de l'Euro, mais aussi les nouvelles qui sont très bonnes et qui nous proviennent de Douala au Cameroun concernant les 23e championnats d'Afrique d'athlétisme. On va commencer par là, non? Puisque notre compatriote Odile Awawanou, en tout cas, a décroché encore une médaille d'or. Oui, Tanguy, elle est sacrée championne donc pour la 3e fois consécutive donc en heptathlon au championnat d'Afrique d'athlétisme. Elle a été consacrée en début de soirée d'hier à Douala au Cameroun où se déroule la 23e édition donc de ces championnats d'Afrique d'athlétisme. C'était donc depuis le 21 juin dernier, sa spécialité étant donc composée de 7 différentes épreuves, dont 3 courses, 2 sauts et 2 lancers. L'athlète béninois de 33 ans n'a pratiquement rien laissé sur son passage durant donc les 2 jours
jours de compétition après donc le Nigeria, les îles Maurice. Sur le plan continental, Odile Honrano a encore fait parler d'elle cette fois-ci lors de ces championnats d'Afrique en s'offrant donc les premiers rôles pour ainsi dire une nouvelle performance qui peut permettre à Odile, donc désormais triple championne d'Afrique en heptathlon, de réaliser les minima pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Allez, on va parler football maintenant. On va parler de cette grosse actualité en Europe. Cela concerne justement la Coupe du continent et puis les champions en titre qui détiennent en tout cas le trophée sont passés hier au premier tour. Ça a été sur le fil. Oui, Tanguy, sur le fil, puisque l'égalisation a été venue donc à la 98e minute grâce à Mathias Zaccani, attaquant bien sûr de la Lazio de Rome, entré en jeu à la 88e minute, à la 81e minute, après le but inscrit donc par Luka Modric. Ce sont donc les Italiens qui vont passer le prochain tour. On le voit sur les images, bien entendu, la joie des champions en titre, malgré donc l'effort des Croates pour s'offrir, je dirais, la deuxième place. Ça n'a pas été, je dirais, concrétisé à l'arrivée. Le seul but inscrit dès la 55e minute par le capitaine de cette formation sera donc égalisé par les Italiens qui ainsi s'offrent le billet qualificatif au prochain tour. L'autre rencontre disputée pour le compte de cette troisième journée au niveau du groupe B, on fait le point très rapidement. C'est bien sûr l'Espagne qui était face à la formation de l'Albanie. Score à l'arrivée 1-0 pour la formation espagnole. But inscrit très tôt à la 13e minute de cette explication, mais difficile de corser la mise. De toutes les façons, l'Espagne maintient son statut de leader de ce groupe B avec 9 points au classement général, plus 5. L'Italie est donc deuxième avec 4 points, plus 0. La Croatie termine troisième. Malheureusement pour les Croates, ils vont devoir sortir de la compétition parce que les 2 points ne suffiront certainement pas pour être meilleur troisième pour le prochain tour. L'Albanie est donc dernier de ce groupe avec seulement 1 point moins de au goal average. C'était une erreur qui s'est glissée sur la note. Donc, pour faire le point donc, des équipes qualifiées, déjà il y a l'Allemagne qui a composté, on en a parlé hier, l'Espagne également qui était déjà qualifiée avant sa dernière explication hier, le Portugal également qualifié en attendant les rencontres de la troisième journée, la Suisse qui a réussi aussi à s'offrir un billet qualificatif hier et avant-hier, et hier l'Italie qui rejoint donc le lot des pays qualifiés. Et donc, l'Italie aura pour adverser la Suisse pour le prochain tour. Tanguy. La suite, ce sera donc ce soir, toujours pour les rencontres des phases de groupe, comme temps pour la troisième journée de cet Euro 2024 qui se déroule du côté de l'Allemagne. Au niveau du groupe D, à partir de 17h, on aura la France qui affrontera l'équipe de la Pologne et simultanément, les Pays-Bas auront pour adversaire l'Autriche à 20h. Le Danemark jouera, donc on est au niveau du groupe C contre la Serbie. L'Angleterre affrontera la Slovénie. On fait rapidement le point de l'ossature de ces deux groupes avant donc ces rencontres de la troisième et dernière journée des phases de groupe. Au niveau du groupe C, l'Angleterre toujours leader avec 4 points, suivi du Danemark qui totalise 2 points. La Slovénie également a 2 points au compteur. La Serbie est dernier de ce groupe avec seulement 1 point. Et il faut rappeler que la Serbie affrontera l'équipe du Danemark, ce qui va être assez compliqué pour les Serbes. Au niveau du groupe D, les Pays-Bas sont leaders au même titre que la France, 4 points chacun. L'Autriche est troisième avec 3 points et la Pologne, 0 points. Rien n'est encore joué dans ce groupe pour les 3 premiers au classement général de cette pôle-là. On va parler toujours football et parler maintenant des champions du Bénin. Là, on est au pays. Il y a Coton FC qui a été sacré champion dimanche dernier lors de la Super Ligue professionnelle du Bénin pour l'ultime rencontre disputée donc du côté de Ouida face à Dadia FC. Les poulains, l'équipe de Ouida s'est imposée sur le score de 2-0 à l'arrivée. Alors, comment en sont-ils arrivés à ce niveau-là alors que le début de la saison a été assez difficile? Voici un petit résumé que nous a concocté Candido Huento. On ne les vendait pas cher au début de la saison 2023-2024. Mais Coton FC vient de déjouer les pronostics. Le club de Ouida remporte un 3e titre consécutif sans interruption. Fruit d'un parcours de combattants et surtout d'une résilience remarquable. Pourtant, la saison a démarré timidement lors de la phase zonale avec le départ de certains cadres de l'année écoulée.
L'absence d'Issa Razak Benin, meilleur buteur de la saison 2023-2024, s'est très vite fait remarquer. Amputé de son capitaine, milieu de terrain, les répercussions sur les résultats du club en début de saison étaient flagrantes malgré les recrutements effectués. Coton termine la phase allée de la Ligue Pro à la 3e place du groupe C avec 14 points derrière Aspac et l'AS Cotonou. À la phase retour, le champion en titre rattrape son retard. Victor Zunka et ses hommes terminent la 2e partie de la phase zonale en tête de leur poule et s'offrent le billet pour la Super League Pro. Scénario presque identique lors de la 2e partie du championnat. Coton FC démarre la Super League Pro sans succès après 4 journées, avec 2 défaites et 2 nuls. Jusqu'à la 6e journée de la Super League Pro, le club de Ouidah n'était toujours pas dans le top 10 au classement. Il occupe la 9e place à la 7e journée et finit la phase aller à la 6e place au classement avec 20 points. Au retour de la pause, Coton FC rejoint le cercle très fermé du top 3 dès la 14e journée. Le champion en devenir restera à la 3e position au classement jusqu'à la 18e journée. Le succès enregistré lors de la 19e journée propulse les cotonculteurs à la 1re place du championnat. Ils vont y rester et avec leur expérience, maintenir une série d'invincibilité de fin de saison. La couronne reste à domicile et Coton FC de Ouidah réécrit sa page de l'histoire du football béninois. Allez, c'est le slogan en vogue depuis donc, la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée en Côte d'Ivoire. Coton FC a passé par toutes sortes d'émotions. Il y a eu assez de rebondissements également dans cette compétition, la Super League professionnelle du Bénin Tanguy. Et voilà donc, pour ce qui concerne le football. Allez, on va ouvrir une autre discipline, Ali. On va parler de cyclisme. Les championnats nationaux de la discipline édition 2024 ont eu lieu ce week-end à Kétou, dans le département du Plateau, notamment. La catégorie élite hommes et dames des U20 et juniors, U23 et juniors sont celles retenues par la fêtière du cyclisme béninois pour cette compétition. Ah oui, Tanguy, vous l'avez bien précisé. Déjà le samedi 22 juin, les cyclistes ont fait donc la course sur route. Les coureurs des catégories élite et U23 hommes ont parcouru une distance de 156,9 km, tandis que les élites et U23 dames ont couvert 80 km du côté des juniors. Les distances étaient donc également de 80 km pour les garçons et 50 km pour les filles. À l'arrivée, c'est donc Ricardo Sodjede que vous voyez bien sûr sur les images et Emion Arwissou qui remportent la course sur route respectivement chez les seniors hommes et dames. Je vous propose ici un extrait des 2 vainqueurs après le sacre. Bon, la course s'est bien passée. On a joué une très bonne stratégie avec le club. Bon, on n'est pas trop bien ensemble, mais on a essayé de maintenir la première place avec mes coéquipiers. On sait que les adversaires étaient bien ensemble. Je le reconnais, mais ces derniers temps-ci, je pense revenu à ma place. D'abord, j'ai déjà l'habitude de m'entraîner avec les seniors hommes. C'est ça qui m'a plus avantagé à l'aller. Dans le retour, comme je suis seule, je me disais, avec la moyenne que j'ai fait, je dois faire tout possible. Donc ça, il ne doit pas descendre à pas 33 de moyenne. Donc. Le dimanche 23 a été consacré donc à la course, à l'épreuve de la course contre la montre, une course individuelle de vitesse. Les élites et les U23 ont parcouru 30 km et les élites et U23 dames de leur côté 25 km. Les juniors, quant à eux, sont restés sur la distance de 20 km pour les garçons et 15 pour les filles. Je vous propose un extrait de l'interview du président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumen, qui apprécie les performances des athlètes au cours de la compétition. Le niveau de la moyenne n'est pas la bonne moyenne. Donc ça veut dire que ils ont dû gérer les 155 km de manière agréable parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de concurrence entre eux. Normalement, il devait y avoir une concurrence entre eux, et parce que cette moyenne-là, ce n'est pas la bonne moyenne.
Donc, bon, mais Ricardo est champion, Sou est vice-champion, c'est pas mal. L'hiérarchie est ainsi respectée donc au niveau de la compétition. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme s'est également prononcé sur la performance des jeunes coureurs de la catégorie junior pour Romain Drazomé. C'est déjà l'avenir. On le suit très rapidement. Ah non, ces jeunes, c'est l'avenir. Parce que si vous voyez un gamin qui roule sur un vélo 20 et qui a fait 80 km, et quand on voit deux jeunes qui ont roulé sur des vélos des 26 et qui ont réussi à faire en un temps incroyable les 80 km, mais c'est formidable, c'est génial. Donc ces gamins, j'ai été séduit et j'ai vidé ma poche pour eux, pour ces deux gamins, parce que j'étais tellement impressionné par leur vélocité, leur cadence et tout. C'est ça l'avenir. Allez, les championnats nationaux de cyclisme font partie intégrante donc des activités statutaires de la Fédération béninoise de cette discipline. Ils facilitent donc, comme vous venez de le constater, aux responsables d'évaluer les coureurs et de les préparer pour les joutes continentales et internationales. Tanguy, c'est l'essentiel pour ce matin. Merci beaucoup, Ali. On se retrouve demain. Oui, bonne journée à vous. Merci, pareil. Mesdames et messieurs, on va passer maintenant à la rubrique santé. Ce matin, on va parler de dépression. L'actualité a été marquée ces derniers temps, vous le savez, par des cas assez multiples de suicides, ça et là. Il ne se passe 2 mois sans qu'on ait enregistré quelques cas. Mais qu'est-ce qui peut bien pousser, en tout cas déjà, à passer à cet acte extrême? On pourrait lier tout de suite, en tout cas, la dépression. Esther Tofa, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous, quel est le rapport entre suicide et dépression tout de suite? Déjà, nous allons dire que la dépression est un trouble mental. Donc, quand on n'est pas bien dans la tête et qu'on se dit que ce n'est plus la peine, on peut directement passer au suicide. Ouais. Donc, la dépression est caractérisée par une perte d'intérêt pour les activités habituelles que nous faisons, un manque d'appétit, une fatigue constante, ou même un sentiment de culpabilité. On ne voit plus rien de façon positive. Les pensées négatives prennent le contrôle du cortex cérébral et on n'a plus quoi, rien du tout. Et laissez-moi vous dire que la déception amoureuse constitue une cause non négligeable de la dépression, puisqu'elle peut être difficile à vivre en fait. Beaucoup n'arrivent pas à surmonter la dépression amoureuse. Nous allons suivre les précisions d'un spécialiste sur la question. Et il revient ici particulièrement sur les conséquences d'une dépression. Et il est Agosous Sagbo, il s'appelle, et il est psychologue clinicien. La dépression, c'est que vous ne vivez plus en termes psychiques. C'est-à-dire que vous vivez à l'envers. Parce que tout ce que vous voyez, c'est du négatif, c'est du non-sens. La vie n'a plus du goût. On n'a plus la joie de vivre. Vous perdez votre joie de vivre. Et donc, de ce point de vue, émotionnellement, vous avez des émotions négatives. Vous n'êtes plus, vous n'avez plus la facilité à vivre parmi les autres. Et il y a une sorte d'isolement qui se met en place. Donc, vous devenez solitaire. Vous voyez, c'est des conséquences de solitaire. Alors que la vie est organisée de sorte à ce que nous soyons sociaux, nous sommes en interaction avec les autres. Dans la dépression, vous êtes coupé, vous êtes en rupture avec le monde autour de vous. Vous créez un monde propre à vous dans lequel vous êtes et qui est un monde de souffrance. Voilà. Et comme ça, vous n'êtes plus apte à être un bon mari si vous êtes marié, à être une bonne femme si vous êtes marié toujours, à être peut-être un bon enfant, bien travailler à l'école, avoir la performance professionnelle au boulot, parfois même vous dépassez votre maison avant de vous rendre compte que vous avez dépassé votre maison. Vous pouvez faire facilement des accidents parce que vous n'avez plus toutes les facultés là, vous êtes fixé sur une pensée négative qui vous ronge tout le temps. Eh bien, sur le plan biologique, où vous pouvez avoir d'autres maladies, un peu comme
la tension et la maladie cardiovasculaire, etc., qui sont des difficultés sanitaires qui peuvent s'ajouter à la dépression qui est d'ordre psychique. D'autres même perdent totalement leur appétence sexuelle. Voilà, Tanguy, autant de conséquences auxquelles nous sommes exposés quand nous sommes dépressifs. Chaque personne debout est déprimée jusqu'il y a un niveau donné par rapport à cela. Oui, et il y a au niveau de chaque individu, en tout cas, la solidité psychologique pour faire face à cela. Et quand ce n'est pas suffisamment élevé, ça peut conduire à ce que ça peut conduire, comme vous le dites. Alors, on lit sur les réseaux sociaux, après certains cas de suicide, que c'est une déception amoureuse qui en est la cause. Cela veut-il dire que la déception amoureuse peut conduire systématiquement ou automatiquement au suicide? Exactement, comme je l'ai dit au début, la déception amoureuse est l'une des causes principales de la dépression. C'est très difficile à vivre pour certains qui n'ont pas le mental fort, et s'ils n'arrivent pas à en parler autour d'eux, si les gens ne sont pas assez proches pour savoir que celui-ci, il est en train d'aller vers le gouffre, sincèrement, d'un instant à l'autre, cette personne peut passer à l'acte et se suicider, puisque, je vous l'ai dit, chaque personne debout est déprimée. Donc, s'il y a une situation qui accentue à un niveau donné, et à un degré donné, la dépression, se suicider, c'est un acte qui peut se poser d'ici à là. En tout cas, le psychologue clinicien va plus en parler. Une dépression qui n'a pas d'issue, une dépression sans solution, une dépression chronique, la plupart du temps, termine par un suicide. Lorsque le sujet n'a pas de solution à son mal et se trouve vendu, si vous voulez, entièrement à ce problème-là, n'a pas de solution, eh bien, il y a de l'impasse, eh bien, cela peut conduire au suicide. Qui vous souviennent, il y a, je crois, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, j'ai appris qu'il y a un jeune homme qui s'est suicidé. Et dans la lettre que ce jeune homme a laissée, j'ai eu l'occasion de lire cette lettre-là. Et dans cette lettre, il était en train de dire tous ceux à qui il parlait ne le comprenaient pas. Il était abandonné à lui-même face à son sort sans suite. Et donc, il n'avait plus d'autre choix que de passer à l'acte. Voilà, Tanguy, on n'arrive pas vraiment à parler de ces soucis, de ces problèmes à ses proches, et c'est ce qui nous conduit vraiment vers un degré supérieur de la dépression. Donc le psychologue clinicien va nous conseiller d'avoir le courage de pouvoir parler à nos proches quand nous avons des soucis. On va le suivre. D'accord. Le gros problème aujourd'hui dans nos villes qui sont modernisées, c'est qu'on est en train de vivre ce qu'on appelle l'individualisation, la perte du soutien social. Ce qui fait que même à côté de vous, quand les gens souffrent, on ne voit pas, on ne veut pas en parler, on a peur d'aborder, on est isolé d'une certaine manière, même si on est dans les gens. Donc, ça, le problème d'abord, c'est de revoir les pratiques sociales. Parce que ce sont ces pratiques sociales qui régularisent et qui sauvent les débuts de dépression et autres. Alors, nous devons donc réapprendre à nous assister, à nous soutenir, à écouter, à venir en aide et à sortir donc de notre monde de reproches, de laisse-le dans son monde, d'isolement en fait. Mais lorsque il y a des gens même qui, à cause de, qu'en dira-t-on, à cause du regard qu'on portera sur eux, ont du mal à s'ouvrir, à dire leur souffrance. Il y a des gens qui ont été trahis une fois et qui ne veulent plus qu'on les trahisse encore une autre fois, qui se renferment et qui disent terminez, moi je peux mourir, je garde mon histoire pour moi. Il y a des femmes qui ne veulent pas apporter leurs problèmes à leur famille, etc. Donc ça, c'est un problème lié, en dehors du phénomène sociétal dont j'ai parlé, c'est lié à des vécus, à des ressentis
traumatisants, donc des chocs émotionnels qui font que les gens, même si autour d'eux il y a des gens qui leur tendent la main, refusent de prendre. Et là, c'est qu'il y a déjà une souffrance. Et cette souffrance mérite d'être abordée. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de psys. Il y en a, c'est Calavi qui produit des psychologues, donc les deux villes les plus riches en psychologie, enfin en psychologues, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Calavi et Cotonou. Donc, en temps normal, on ne devrait pas avoir ces cas dans ces deux villes parce qu'il y a tellement de professionnels qui sont disponibles désormais. Alors, quand on n'a pas confiance en une personne ordinaire, il faut quand même faire confiance à un professionnel qui est tenu par une déontologie, qui est tenu par une pratique, qui vit d'une pratique et qui appartient à une corporation qui peut donc sanctionner. Et pour cela, il faut faire confiance. Il faut demander de l'aide. Voilà, Tanguy, qui est clair. Il est vrai que le Béninois n'a pas vraiment cette culture d'aller voir un psychologue quand il a un souci. On a l'habitude de garder nos problèmes. Mais voilà, il est conseillé d'en parler. Il faut en parler parce que c'est très important. Surtout se confier à des amis ou il y a toujours quelqu'un à côté pour écouter. Voilà. Même s'il y a la crainte là d'être trahi, mais bon, il faut faire avec la vie. C'est ça. Merci beaucoup Esther Tofa pour cette rubrique présentée ce matin. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, on va marquer maintenant la pause. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA.
génération en génération. Qualité Sobebra. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Vous avez le choix. On a tous toujours le choix. Le choix d'une vie de plaisir incontrôlée avec à la clé une famille nombreuse condamnée à la précarité. Ou le choix de construire un foyer heureux et équilibré avec le nombre d'enfants dont vous êtes en mesure de vous occuper convenablement. C'est ce deuxième choix que vous propose l'AFIA. L'AFIA, c'est une gamme complète et efficace de solutions pour planifier les naissances et mieux assurer l'épanouissement et l'avenir de votre famille. L'AFIA, le bonheur de votre famille. Vous nous avez fait confiance, nous aussi. Vous nous avez adoptés, nous aussi. Merci d'avoir choisi Air Froid. Ainsi, nous avons amélioré pour vous la qualité de nos climatiseurs. Nous avons développé une marque 100% écologique conçue spécialement pour notre climat tropical avec une basse consommation d'énergie électrique. Vous êtes en zone de baisse de tension? Adoptez le climatiseur Air Froid Inverteur, spécialement conçu et amélioré pour supporter de fortes baisses de tension. Visitez notre showroom à Cotonou, à 100 mètres de l'église Saint-Jean. Air Froid, des climatiseurs à basse consommation d'énergie électrique. Contact 61 17 63 77. Site web airfroidbenin.com. Coucou mes Marios, alors je m'apprête à déballer ma nouvelle machine à laver achetée chez Mikem Technologies. On y va. Il s'agit du lave-linge Samsung, l'original 10 kg. Bon, à l'achat, le vendeur m'a dit que je n'aurais pas besoin d'un plombier pour l'installer. Et voilà. Alors, suivez la démo. Je raccorde le tuyau d'alimentation d'eau au robinet. Bon, là, j'ai deux options, le lavage à chaud ou le lavage à froid. Alors, à froid, cold. Il faut bien visser le second bout au robinet. Voilà. J'installe bien le tuyau d'évacuation. J'ajoute mon linge sale, bien sûr. Mon détergent, super important. Voilà, très bien. Et hop, c'est parti. Et voilà, faites comme moi, facilitez-vous la vie. Procurez-vous donc dès maintenant votre lave-linge dans l'une des boutiques Néo et Allo à partir de 279 900 francs CFA.
génération en génération. Qualité Sobebra. Et si on arrêtait de regarder la télé comme avant? Canal+ présente le décodeur connecté. Un concentré de technologie pour une nouvelle expérience. Naviguez dans une interface fluide et immersive à la découverte du meilleur de la télévision. Plus de 50 000 programmes en replay et 300 chaînes en direct pour le plaisir de toute la famille. Prenez le contrôle du direct et revenez jusqu'à 8 heures en arrière. Grâce à la connexion Internet, gardez le signal même en cas d'intempéries. Nouveau décodeur connecté. Plongez dans la nouvelle expérience Canal+. Venez l'essayer. Allez, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler de cette actualité-là concernant la crise entre le Bénin et le Niger. Vous savez, la dernière évolution de cette actualité, c'est le départ, sinon l'atterrissage, je dois dire, des deux anciens présidents Boni Yayi et Nicéphore Soglo du Bénin, pour aller discuter un peu avec les militaires au pouvoir à Niamey depuis juillet 2023. Est-ce qu'ils peuvent avoir des chances de se faire écouter? C'est déjà un petit gain que d'avoir été accepté là-bas en audience, mais qu'est-ce que cela va donner et va changer à la crise et à la situation actuelle? Eh bien, c'est ce qui est au cœur de nos discussions ce matin. Franck, bonjour. Ulrich, bonjour. Bonjour, Eric, bonjour. William, bonjour. Bonjour, Tanguy. Vous avez été surpris par, je dois dire, cette rapidité-là pour les chefs d'État, les anciens chefs d'État du Bénin, à se faire une petite place dans l'agenda très serré, faut-il dire, et difficile des militaires au pouvoir à Niamey. On s'attendait à ça le moins. William? Non, pas moi, parce que vous savez, ils ont dirigé un État pendant 5 ans pour l'un et 10 ans pour l'autre. Ils sont médiateurs dans la sous-région et sur le continent depuis des années. Vous avez écouté l'interview de l'ancien président Soglo à notre confrère Vigile Avancet, où il proposait le service des anciens présidents du continent, ceux-là qui sont réputés dans la médiation. Et vous savez, Boni Yayi a été président de l'Union africaine et beaucoup d'autres atouts à l'actif de chacun de ces hommes d'État. Et justement, ce n'est pas étonnant que là où des avions de diplomates béninois n'ont pas pu atterrir, les tarmacs sur lesquels les Béninois n'étaient pas les bienvenus, ou les agendas dans lesquels les Béninois n'étaient pas, ou les autorités diplomatiques actuelles du Bénin ne sont pas forcément acceptées, ce n'est pas étonnant que d'anciens chefs d'État y accèdent, parce que c'est ça aussi, être un homme d'État, c'est la force de l'expérience, la force des relations, des contacts et les fibres sur lesquelles on joue. Maintenant, reconnaissons aussi que le Niger n'a pas été toujours très hermétique avec le Bénin. Vous savez, le ministre béninois des Mines a pu y aller sur une question ponctuelle, non pas la réouverture des frontières, mais au moins on ne dira pas que, comme Olusegun Adjadi Bakari n'y est pas allé, Patrice Talon même a annoncé, n'a pas pu aller, finalement aucun Béninois n'y est allé, ou aucune des autorités actuelles n'y est allée. À Dambi y est allé pour le compte au moins du pétrole. L'équipe a été bien reçue, ils sont revenus. Maintenant, il faut reconnaître là qu'on a finalement opté pour les bons choix. C'est ce à quoi on a toujours appelé, que la situation en était venue à un niveau où il fallait que des sachants s'y mêlent. La situation avait pris une tournure, on se demandait, est-ce que des hommes d'État existent toujours dans ce pays? Est-ce que la diplomatie béninoise n'est pas grippée ou atteinte d'Alzheimer ou je sais pas? À un moment donné, on se demandait si les ressources que nous avions eues tout le temps dans l'intégration sous-régionale, dans les tacts en la matière, si on ne les a pas perdus. Nous sommes en train de revenir à nos esprits apparemment, et vivement que Boni Yayi et Patrice Talon et Nicéphore Soglo soient reçus par Tchiani aujourd'hui, comme annoncé. Oui, Eric.
Bon, on les a vus. En tout cas, au niveau de Niamey, beaucoup ont tenté d'y aller, mais ont essuyé un gros échec. C'est quand même surprenant que deux Béninois, contre qui d'ailleurs, enfin, le Bénin contre qui d'ailleurs les militaires ont quelques dents, puissent être acceptés comme ça, je vais dire aussi facilement. Bon, on n'a pas peut-être tous les détails de couloir. Peut-être que la démarche a été enclenchée plusieurs mois en arrière et que peut-être que c'est maintenant que du côté du Niger, l'accord a été véritablement donné pour qu'une telle démarche soit effectuée. Je pense aussi que le rang et le niveau d'espérance de nos deux anciens chefs d'État ne manquent pas d'intérêt. Et c'est peut-être à ce niveau que les autorités du Niger ont estimé peut-être que avec eux, on peut engager des discussions. On a toujours évoqué ici que pour qu'un dialogue soit établi, il faut que entre le Niger ou le Bénin, qu'on se met peut-être aussi d'accord sur les personnes qui peuvent véritablement enclencher ce processus. Certainement que pour nos deux anciens chefs d'État, aux yeux des autorités du Niger, ils sont débarrassés de tout soupçon de menace et de tout ce dont on nous accusait par le passé. Et donc, c'est déjà intéressant que, au moins au Bénin, tout le monde ne constitue pas une menace pour nos autorités du Niger, excepté ces deux personnalités qui ont été reçus et qui vont certainement engager des discussions dans la journée d'aujourd'hui. Je pense aussi que si la crise est venue à un niveau où, un peu comme le recommandait l'honorable Tokpanou, une diplomatie informelle des personnes moins engagées dans le système exécutif, n'est-ce pas, peuvent apporter de crédit à prendre langue avec les autorités du Niger. Peut-être aussi que cela a joué. Ensuite, nous savons que ce soit du côté du Niger ou du côté du Bénin, nous portons tous le vœu de voir les relations se rétablir, de voir justement que entre le Bénin et le Niger, n'est-ce pas, qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. William a insisté sur le profil de nos anciens chefs d'État. Ils ont dirigé quand même un État, ils savent les mots qu'il faut utiliser dans de pareilles situations, les phrases qu'il faut véritablement prononcer, et restons positifs, n'est-ce pas, sur le fait que du côté du Niger, on puisse véritablement être sensible à ce discours. Je pense aussi, si on en est arrivé jusque-là, c'est parce que aussi du côté du Niger, à un moment donné, on s'est dit, on peut accepter le dialogue, on peut accepter la discussion. Donc c'est déjà un début heureux de discussion. Est-ce qu'il a suffi juste d'être ancien chef d'État pour qu'on ait les portes ouvertes à Niamey et le riche? Non, pas nécessairement. William l'a dit tout à l'heure, on a vu déjà le ministre des Mines qui a été reçu, même si c'est dans un cadre assez précis, mais il a été quand même reçu parce qu'on a vu par le passé une délégation de la CEDEAO qui a essuyé un refus d'atterrissage, et cela prouve que déjà le Niger, d'une certaine manière, veut effectivement que les choses s'arrangent. Maintenant, il faut trouver la bonne formule. Il faut des gens moins engagés dans la crise, parce que quand vous faites bien l'analyse, vous allez remarquer que la crise actuellement, dans la crise, on voit deux protagonistes phares. Le général Tiani d'un côté, le président Patrice Talon de l'autre. Et nous sommes en Afrique, même si nous allons rester purement dans le schéma diplomatique, dans le schéma relations internationales, mais nous restons quand même ancrés dans nos valeurs africaines. Vous savez, les anciens, les personnes assez âgées représentent toujours des sages, même si parfois ils ne sont pas toujours sages, mais ils incarnent cette sagesse-là. Donc, a priori, deux anciens chefs d'État qui ont eu à gérer l'appareil de l'État et qui connaissent un peu les méandres des formalisations, des tournures diplomatiques pour pouvoir échanger. On a vu Yaïboni par rapport à la crise avec le Nigeria dans le temps, qui entre-temps a su comment discuter avec les Nigériens pour que les frontières soient ouvertes à nouveau. Nous comptons sur cette forme de négociation avec Tiani, parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une tierce personne qui se met au milieu pour pouvoir gérer la connexion entre le président Talon et le président Tiani,
je pense qu'on aura du mal à retrouver le fil de la cohésion. Et aujourd'hui, les deux peuples, vous savez, depuis que la crise a commencé, le Niger ne se porte pas aussi mieux que le Bénin. Donc, d'une manière ou d'une autre, les deux pays ont besoin l'un de l'autre. Et cette crise a assez fait de mal aux deux populations, aux deux peuples. L'avantage de ces deux chefs d'État aujourd'hui, c'est que depuis l'entame de la crise, ils n'étaient pas impliqués. Est-ce qu'ils n'étaient pas impliqués? On a vu quand même, on a écouté Nicéphore Dieudonné Soglo sur une radio en ligne dans ce pays, avec une prise de position suffisamment claire et qui lui a valu même quelques charges, je dois dire, des journaux de Cotonou et du bord de la mer là-bas, qui lui ont rappelé qu'il était un ancien chef d'État qui doit être plus sage que ça, que de parler un peu comme ça. Il a donné son opinion en tant que citoyen. Il faut faire attention à ces détails-là, parce que là, chaque Béninois a le droit d'opiner sur la situation. Il a opiné. Mais ici, il ne porte pas la casquette du citoyen béninois, parce que là, c'est bien, ils ont bien précisé, deux anciens chefs d'État, deux prédécesseurs du président Patrice Talon. Et là, ils vont, en tant que des anciens chefs d'État, pour parler à un chef d'État qui pourra maintenant leur expliquer les griefs qu'il porte contre le Bénin et comment on peut, selon lui justement, comment on peut améliorer la situation pour ramener la paix entre les deux. Franck, on a suivi aussi, Bori a publié, comme à son habitude, très internaute que nous autres jeunes maintenant, publié beaucoup de choses sur sa page liées à cette crise-là. J'ai l'impression que c'est ça qui leur a valu même cette ouverture d'esprit de la part de Tiani, qui a accepté de la recevoir, parce que ce soit Boni Yahi ou que ce soit Nicéphore Dieudonné Soglo, la position était quand même qu'on condamnait un peu, je dois dire, l'entêtement de griffe de Cotonou sur la crise. Il peut y avoir un peu de ce que vous avez dit, mais je pense que c'est beaucoup plus le profil et le statut d'ancien chef d'État. Parce que qui vous dit que peut-être du côté de Niamey, que les gens ne sont pas fatigués de cette crise-là. Les gens en sont fatigués, mais vous savez, lorsque vous êtes à une telle position, telle que, là où se trouve aujourd'hui Tiani et ses hommes, et vous êtes du côté de Cotonou, chef de l'État, chacun veut affirmer sa souveraineté lorsqu'il y a ce genre de problèmes. Et donc, dans ces situations, chacun essaie de tirer un peu, de lâcher un peu d'un autre côté, et ça nous a conduit là où ça nous a conduit. À un moment donné, moi je pense que le Bénin a joué des cartes qui devraient ramener un peu la balle à terre. Du côté de Niamey, on a constaté une certaine fermeté, on a constaté une certaine... l'ouverture n'était pas toujours au rendez-vous. Et vous avez vu qu'il y a eu une tentative pour aller discuter là-bas, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, c'est chef d'État. Vous savez, Boni Yahi a toujours peut-être des entrées du côté de Niamey. Tiani était dans le dispositif de ceux qui ont géré le pouvoir avant qu'ils ne prennent ce pouvoir-là par les armes. Il était dans le dispositif. Et donc, les relations entre Boni Yahi et l'entourage de l'ancien chef de l'État, ce n'est pas exclu. Il y a toujours des relations que l'on garde. Et Soglo, Nicéphore Dieudonné Soglo, pour le rôle qu'il a joué dans la sous-région. Il a été très actif lorsqu'on parle de francophonie, lorsqu'on parle des intérêts de la sous-région. Quand Soglo était au pouvoir, il a été très actif. Et donc, lui-même, il a encore quelques entrées au niveau des pays de la sous-région, ces entrées sur lesquelles, certainement, ils ont joué pour se retrouver à Niamey. Lorsque vous arrivez à un stade où tout est coincé, où tout le monde cherche une porte de sortie, c'est vrai, le Niger est un gros client pour le Bénin, mais il n'en demeure pas moins que cette crise-là est en train de fragiliser également le pouvoir de Tiani, qui certainement cherche une solution, mais peut-être qu'on ne veut pas discuter avec tout le monde. On cherche à discuter avec des gens beaucoup plus de la trempe, par exemple de Boni Yahi et de Nicéphore Soglo. Je suis sûr que si Patrice Talon était annoncé avec, disons, certains proches du régime, on aurait peut-être accepté du côté de Niamey. Moi, je n'ai pas la preuve qu'il a été annoncé et qu'il n'est pas parti. Ça, je n'ai vraiment pas la preuve. Non, au tout début de la crise, il devrait partir discuter et faire entendre raison
au nom de la troïka de la CEDEAO. Au nouveau putschiste, oui, mais c'était pas de façon frontale entre le Bénin et le Niger, tel que la crise s'est transposée. C'était encore dans de la CEDEAO. Et donc, ils veulent discuter avec des gens d'une certaine trempe. Et c'est ce qui a permis à Boni Yayi et Nicéphore Soglo d'être là-bas. Et puis, l'analyse que nous avons prise, il a soulevé un point très important. Okay. Il dit, dans une telle crise, il ne faudrait pas que ce soit l'initiative de ces chefs de l'État de façon personnelle. Parce que ça engage deux États. Et celui qui représente le mieux l'État béninois aujourd'hui, c'est bien le président Patrice Talon. J'espère que les deux ont pu discuter, même si ce n'est pas devant micro et caméra, ce n'est pas... On va en parler tout à l'heure pour voir comment est-ce que du côté de la Marina, on pourrait prendre cet activisme de ces deux anciens chefs d'État et surtout vu leur statut au sein de la population, l'un président de parti politique principal, parti de l'opposition, l'autre qui, ma foi, peut se réveiller et réveiller avec des mots assez durs des choses contre la gouvernance de celui qui occupe la Marina actuellement. On reviendra là-dessus tout à l'heure, mais avant, est-ce qu'il y a quelque chose lié au contexte qui a pu favoriser les deux chefs d'État, William? Leur prise de position, c'est inévitable. En fait, les deux présidents n'ont pas fait comme certains Béninois qui ont pris fait et cause pour Patrice Talon dans cette crise. Et ils en ont le mérite. C'est par honnêteté quelque chose qu'il faut relever dans ce discours. Est-ce que ce n'était pas par principe pour Boni Yayi tout au moins, lui, opposant d'un parti politique de l'opposition, le principal? Non, nous parlons là du contexte et j'interroge d'abord sa casquette d'ancien président. La Renaissance du Bénin n'existe plus, sinon c'est le parti que je connais, Nicéphore Dieudonné Soglo. Mais vous avez vu ses prises de position. Sorbona de tout temps sur la question. Et il a même remonté les bretelles aux diplomates béninois sur la posture qui était celle du Bénin dans cette crise. Donc, il y a une évidence. Voilà des gens qui, bien pétris de leur patriotisme, ont pu être dans un certain réalisme ou, même si ce n'est pas du réalisme, ont pu se mettre d'un côté par intérêt, c'est bien possible aussi, par intérêt pour se positionner dans cette crise en tant que médiateur, pour se positionner dans cette crise pour ne pas se voir comme étant quelqu'un de très partial. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, il faut dire qu'il y a, dans le contexte, l'expérience également. Vous voyez, vous avez vu comment Bassirou Diomaye Faye a été reçu à Paris par Abdou Diouf. Je parie qu'il n'aime pas Senghor, et vous le sentez dans leur discours, lui et Ousmane Sonko. Je parie que Abdou Diouf ne doit pas être un modèle pour ces jeunes qui viennent aujourd'hui à la tête, très inféodés à la France, très amis de la France. Dans leur discours, ce n'est pas le modèle qu'ils doivent aller courir et saluer à Paris. Mais vous avez vu les images, les accolades, les enlacements entre ces autorités-là. C'est pour dire en fait que l'aîné, la place de l'aîné que nous voulons bien que l'aîné ait dans nos sociétés, a joué également en faveur de ces présidents de la République. Quand nous disions à Boni Yayi, quand il prenait la tête du Parti des démocrates, c'est très bien d'être un bon pare-choc pour les démocrates, mais c'est encore mieux de préserver sa neutralité. Quand on a fini de gérer un État, ce n'est pas parce que nous avions quelque chose contre Boni Yayi, et ce n'est pas parce que nous avions quelque chose comme Patrice. C'est bon de mettre de la chaleur au parti de la mouvance présidentielle en tant que gros poids, chef du populisme béninois dans l'arène politique. Mais c'est dans des circonstances comme ça qu'on est beaucoup plus utile, parce que là, on ne sait plus si c'est un démocrate. La preuve, dans son équipage, il n'y avait pas des diplomates béninois, mais il y avait des proches collaborateurs du Parti des démocrates qui ont été vus dans la délégation. Là, on n'a plus vu les démocrates, on a vu plutôt un ancien président qui va utiliser son carnet d'adresse. Souvent, quand il signe ses messages, il met ancien président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ancien président de l'Union africaine. Justement, c'est en ces moments que ces qualités-là jouent en faveur non plus d'un clan ou d'un autre. On ne sait plus si c'est Patrice Talon qui gouverne, mais on voit le Bénin en train de faire des démarches. Et c'est en cela que je trouve que ça ne pourrait être isolé des autorités actuelles. Mais alors, quelle chance pour eux de réussir leur mission en griffe, Franck? Toute la question est là. Et tout le monde serait heureux que au départ de Soglo et de Yayi de Niamey, qu'on voit un peu les frontières s'ouvrir. Mais je pense qu'on doit encore espérer, on doit attendre un tout petit peu, parce que
de retour de Niamey, c'est vrai, on peut avoir des concessions. Tiani va se plaindre suffisamment à cette hauteur de talent, de ce qu'il n'a pas aimé, ainsi de suite. Les nôtres vont jouer la carte de l'apaisement pour essayer de temporiser un peu Tiani de l'autre côté. Mais la résolution, je pense que ça va se jouer au retour de Boni Yayi et de Soglo. Parce que il y a des positions sur lesquelles le Bénin peut ne pas fléchir. Il y a des décisions qui ne reviennent pas à Yayi Boni et Soglo et qui ne pourront être prises que par Cotonou, c'est-à-dire que par le président Talon et peut-être par son gouvernement qui vont en analyser les contours. Donc, je pense que c'est un bon début parce qu'aujourd'hui, tout au moins, il y a un contact via Soglo Yayi entre Niamey et Cotonou. Et je pense qu'il faut fouetter ce contact-là davantage pour essayer de réchauffer un peu les relations. Je voudrais bien que, à l'issue des échanges, que les deux parties conforment par exemple un comité mixte, c'est-à-dire qu'on se retrouve entre deux. Ça, c'est des propositions, mais est-ce qu'ils peuvent vraiment y arriver dans le contexte dans lequel on est? Voilà ce qu'ils peuvent décrocher en attendant la résolution de la crise. Il faut aller étape par étape. On ne peut pas dire qu'ils sont allés là-bas pour aller ouvrir les frontières, dire bon, les Béninois passaient, les Nigériens de l'autre côté venaient au Nigeria, au Bénin. Il faudrait qu'on aille étape par étape et je pense que ça va marcher. D'abord, nous leur souhaitons toutes les chances de ce monde. Je pense que déjà leur présence leur accorde la garantie d'être écoutés. Au moins ça, on est sûr et convaincu que déjà à Niamey, n'est-ce pas, ils seront reçus par le général Tiani et puis ils vont engager des discussions. Vous savez, pour une crise qui a pris cette hauteur, c'est tout un processus. Et je pense que c'est le premier pas qui vient d'être franchi et c'est très important. Alors, je m'interroge sur peut-être ce qui a été déterminant pour que le Niger accepte justement une mission de médiation. Oui. Peut-être que du côté du Niger, on a un peu checké, on s'est rendu compte que dès le début de cette crise, ces deux personnalités, dans leur prise de position, Ulrich insistait, de citoyens, n'est-ce pas, étaient un peu favorables, n'est-ce pas, à la position du Niger et condamnait presque un peu la façon dont Cotonou a pris véritablement les choses. Donc il y a un rapprochement d'idées, n'est-ce pas, qui peut peut-être faire dire à Tiani, oui, avec ces messieurs, avec ces personnalités, nous pouvons discuter. Mais à l'arrivée, cela ne fait pas non plus preuve d'honnêteté, parce que si dans une crise, vous avez des gens qui ont pris fait et cause pour Cotonou, dans la posture, dans la façon dont Patrice Talon a géré la cause, ça ne fait pas d'eux moins honnêtes que ceux qui ont estimé que, dans ce que disent les autorités du Niger, il y a quelques éléments de vérité. Donc, je pense que faire cette comparaison, n'est-ce pas, est un peu risqué. Ensuite, quand je donne l'exemple de la Russie et de l'Ukraine autour d'une table, l'Ukraine dira, oui, la Russie m'a attaqué comme problème. Et la Russie dira, oui, je t'ai attaqué justement parce que tu as pris le risque de te rapprocher de l'OTAN, des trucs comme ça. Dans ce que nous vivons entre le Bénin et le Niger, quel est le problème que le Niger va poser? Parce que jusque-là, nous n'avons eu que des accusations. Enfin, que des accusations. Base militaire et comment on dit, après, les légionnaires qu'on serait en train de former, des terroristes qu'on est en train de former pour les attaquer. Une attaque attribuée même au Bénin. Donc dans les crises qui engagent des États, et face à ça... On n'a attribué aucune attaque au Bénin. Non, bien sûr, on a lu ça dans la presse. L'attaque du centre. Oui, on a lu ça dans la presse. Et que les terroristes seraient venus du territoire béninois. Bon, pas que, c'est le Bénin qui a mené une attaque. Bon, nous aussi, dans ce que nous vivons comme crise sécuritaire, on est attaqué par des terroristes qui viennent du Burkina, qui viennent, voilà. Donc je pense que c'est bien ça. Et donc, dans ce genre de crise, quel est le problème fondamental que le Niger va poser et que répondront d'avoir fermé ses frontières avec beaucoup de fougue militaire à la limite et d'avoir intimé des ordres à des gens, les avoir accusés de putschistes au départ par exemple. Ça a pu braquer les gens, le riche. Oui.
Ne mettons pas la charrue devant les bœufs. Quel côté ça peut favoriser? Non, parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas encore à la résolution de la crise. Nous sommes à la phase pour parler. Et il faut reconnaître une chose, c'est la première rencontre réelle pour ce problème entre les deux parties antagonistes, le Bénin et le Niger. La dernière rencontre qui a eu lieu et à laquelle le ministre des Mines a participé était strictement liée au projet Pipeline. Strictement et rien que strictement au projet Pipeline. C'est maintenant qu'aujourd'hui, le Niger reçoit une partie du Bénin pour parler de la crise réelle qu'il y a entre le Niger et le Bénin. Ceci étant, ça donne déjà la preuve que même le côté Niger, du côté de Niamey, on veut aller aux échanges. Là, les pourparlers sont ouverts. L'avantage ici serait que, en tant que ancien chef d'État, il soit capable d'écouter. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu quelqu'un dire qu'ils vont se faire écouter. Ils vont pour écouter, mais ils vont aussi se faire écouter. Ce qui veut dire que déjà, la partie nigérienne va dire de vive voix à ces deux anciens chefs d'État ce qu'elle reproche au Bénin, de façon stricte et claire. Le Bénin, ces deux chefs d'État vont l'écouter. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi sur le plateau, ils n'ont pas la possibilité de prendre des décisions à la place du chef d'État, Patrice Talon, qui est l'actuel dépositaire de l'État béninois. A priori, quand ils vont finir d'échanger avec soit le général Tiani, qui était également annoncé pour les recevoir, qu'ils vont échanger avec eux, vous allez remarquer que c'est ça qui va permettre à ces deux émissaires-là de venir maintenant échanger avec les autorités béninoises pour leur dire voici ce que le Niger propose, voici ce qu'ils nous ont dit. C'est vrai qu'il y a eu des choses qui ont été annoncées dans la presse, mais ce qu'on dit on ne dit pas tout dans la presse, on ne dit pas tout sur la place publique, on n'étale pas tout. Il y a des secrets qu'ils vont se dire entre eux parce que là c'est une discussion au sommet de l'État. Là nous avons deux anciens chefs d'État qui vont échanger avec des autorités des deux États. Donc après avoir échangé avec le Niger, il est fort probable qu'ils viennent également échanger avec les autorités béninoises pour leur dire voilà ce que le Niger reproche au Bénin de façon précise, et voici ce que le Niger propose justement pour un probable retour à la paix. Tout dépendra maintenant du président Patrice Talon, quitte à lui d'accepter ou de ne pas accepter, parce qu'il est le seul à pouvoir décider dans ce cas. L'autre aspect qu'il y a, observez un peu ceux qui ont reçu la délégation des deux chefs d'État. D'abord, il y a le ministre de l'Intérieur, le général Mohamed Toumba. Cela prouve déjà que là, nous parlons beaucoup plus sécurité. Il y a le ministre directeur de cabinet du général Tiani, je crois, Dr Soumanou Boubacar. Vous voyez, c'est qu'on a pratiquement deux personnes assez sensibles dans le système. Ce n'est pas un simple ministre qui les a reçus, c'est des personnes sensibles. Et quand ceux-là reçoivent, c'est pour vous dire qu'ils prennent aussi de la hauteur, ils prennent la mesure de la situation. On nous annonce un voyage de 2 ou 3 jours, ce qui veut dire que dans les 2-3 jours, il y aura beaucoup de choses qui vont se faire, il y aura beaucoup d'échanges. Et c'est de ces échanges-là que nous pourrons faire. Mais là, le plus important maintenant, c'est qu'il y a des émissaires du Bénin, 2 anciens chefs d'État, mais il va falloir que ce comité de médiation se renforce. Parce que là, nous n'avons que la partie béninoise qui est dans ce comité de médiation. Il va falloir maintenant voir aussi, du côté du Niger, ceux qui sont sensibles, ceux-là qui sont capables de parler ou d'avoir un certain impact, une certaine force sur le général Tiani ou sur le régime en place. Je suis en train de faire un clin d'œil aux autres pays de l'AES qui pourront d'une certaine manière donner leur coup de main à la médiation de cette crise. Donc, quand vous allez voir ce comité se renforcer, je suis certain que ce comité pourra avoir plus de poids. Parce qu'actuellement, ce n'est que la partie béninoise qu'on voit dans ce comité de médiation, ce comité qui a engagé les pourparlers. Donc, c'est après le travail. Maintenant, quitte au président Patrice Talon, quand il va échanger, de venir accepter ou de ne pas accepter. Est-ce que tout ça là, c'est pas joli? Est-ce qu'en réalité, il ne faut pas aller faire allégeance d'abord avant d'aller à Niamey, faire allégeance au palais de la Marina avant d'y aller pour des chances de réussite et Cela nous amène à voir quelle est la forme qu'on donne à cette émission de médiation. Parce que si la finalité, c'est d'aller écouter les autorités du Niger, venir rendre compte à qui après? Parce qu'en amont, il aurait fallu que du côté de Cotonou, qu'on soit informé
n'est-ce pas? Et quand, dans une certaine mesure, on a donné son quitus à cette mission de médiation, Après ça, on en a pour parlé, qu'au retour... Oui, mais ce n'est pas officiel, vous voyez? Parce que le riche a sorti une phrase. Je suppose qu'après l'étape du Niger, que les deux présidents puissent aussi prendre langue avec les autorités de Cotonou pour reverser les échanges qu'ils ont eus. Parce que, in fine, ils n'ont pas la légitimité de décision dans cette crise. Si les Nigériens posent des conditions, par exemple, qui doit prendre décision si ce n'est pas Patrice Talon? Oui, mais voilà. il a en face de lui deux aînés. Oui, mais qui n'ont pas la légitimité de pouvoir de prise de décision. Le droit d'aînesse quand même. Donc, il le fait forcément. Quand même sur... Non, ce que dit le régime, et que je soutiens, c'est que après avoir écouté nos amis du Niger, il le faut forcément reverser les échelons du Niger à quelqu'un qui va analyser. Franck n'est pas d'accord, mais je rappelle, ici on n'est pas dans l'administration. Évidemment, sinon on serait parti. Et cela nous ramène. On serait parti avec Adjadi Bakari. Cela nous ramène à ce que disait William, et j'ai lu 2 articles. Un qui dit Tiani reçoit 2 anciens présidents du Bénin. Un autre article qui dit Tiani reçoit 2 opposants à Patrice Talon. Oui, justement, nous connaissons les informations. Non, les exemples que je voudrais donner, c'est que pour finir, permettre à ceux qui sont à la maison de nos enfants. Voilà, l'exemple que je voudrais donner pour finir avec ces 2 articles, c'est que nous connaissons la position politique de ces 2 anciens chefs d'État qu'on ne peut pas nier par rapport à la gouvernance de Patrice Talon. Oui, absolument. Donc, on a quand même vu leur itinéraire. Je donne la parole à William. Oui, vous n'êtes pas content quand on dit 2 opposants à Patrice Talon. Pourtant, l'évidence est là. Et surtout sur cette crise, ils ont montré plus qu'ils étaient plus qu'opposants même. Nicéphore Soglo n'est officiellement plus acteur politique au Bénin. Sinon, dites-moi le parti politique dans lequel il est inscrit. On n'a pas besoin. Je ne connais pas. Mais Nicéphore Soglo a des positions très tranchées contre la gouvernance de Patrice Talon. Ça, c'est une évidence. Boni Yahi est le chef de file de l'opposition béninoise. Je suis parfaitement d'accord, même si le décret ne sort jamais. Mais en fait, cela ne fait pas d'eux des médiateurs en ces titres. Le voyage est clair, les papiers que j'ai suivis du doyen Aklogan sur RFI sont très clairs. C'est dans leur statut d'ancien président de la République. Et comme vous voyez, les honneurs qui leur sont dévolus, ce n'est pas une rencontre à la Kémy Séba avec Tiani. C'est une rencontre de 2 anciens chefs d'État. Entendons-nous là-dessus et nous ferons mieux le débat, nous prendrons de la hauteur dans le débat. Quand j'ai fini de dire ça, vous savez, si Mathieu Kérékou était vivant, il serait peut-être de la partie. Il a géré la crise de l'île de l'été. Le Bénin et le Niger sont en train de vivre aujourd'hui une grosse crise, mais il y a eu pire que ça par le passé. On s'est amené 2 États si voisins, si condamnés à vivre ensemble devant la Cour internationale de justice. La justice a tranché, on a cohabité encore après. Boni Yahi a connu en 2013-14 la crise entre le Bénin et le Niger de la mise à consommation systématique des produits en destination du Niger. Il en a une expérience. Les différents comités interministériels et techniques qui travaillent pour les 2 pays depuis toujours, depuis l'OCBN, sur beaucoup de questions, la question portuaire et autres, qui existent, sont légèrement en panne aujourd'hui, sinon sont grippés. Et moi, je pense que c'est justement par là que moi, je vais questionner les chances. Et questionner les chances de réussite de ce projet. Le profil des hommes et l'expérience à leur actif mettent les feux au vert. Maintenant, par quel bout prennent-ils la crise? Comme Patrice Talon qui a voulu utiliser la question pétrolière pour y arriver, je pense qu'on n'a eu que des escalades et là, ça ne marche pas. J'espère, et je ne leur enseigne rien, ils en ont l'expérience, ils savent comment s'y prendre. Moi, je pense qu'il faudrait prendre la question par l'autre bout. Tant que nous ne discutons pas entre nous, le pétrole ne va pas nous réconcilier. Commençons par parler réouverture des frontières, commençons par lever les boulots d'étranglement à ce niveau. Et là-dessus, ils ne seront que médiateurs. Oui. Ils ne sont plus, depuis 1996, Soglo n'est plus dépositaire de la diplomatie béninoise, encore moins Boni Yahi depuis 2016. Et pour ça, moi je pense que leur rencontre doit servir d'abord à renouer le dialogue, ensuite à remettre en relation la machine diplomatique entre les 2 pays, parce que ce sont les 2 diplomaties qui vont gérer, et justement, avec l'expérience, ils vont conseiller les diplomates aujourd'hui. Il n'empêche qu'ils puissent être vus à la marina comme 2 opposants. Ils sont là. Ils ne sont pas opposants, mais ils ont des positions opposées. Est-ce que cela ne plombe pas justement les discussions à leur retour? C'est la question. Si avec une crise de cette envergure, vous pensez encore à des clivages démocrates, union progressiste, bien, pendant que les transporteurs ont faim, que tous les Béninois ont faim, et que jamais vous ne pouvez ranger un peu vos clivages politiques de côté. Vous parlez de la politique là. Attention, vous parlez c'est que vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels et vous ne pensez pas au peuple. Franck, ce sont les débats qui nous amènent à dire tout cela. Vous avez parlé d'aînés, c'est vrai, mais l'aîné en Afrique également, vous avez beau être le tout petit de la famille, si vous êtes chef et on vous reconnaît
votre titre de chef. Il y a quelqu'un qui souffle dans l'oreille du chef de la famille. Oui, mais ça, c'est de façon discrète. Oui, c'est ce qu'ils vont faire. Mais c'est pas lui qui prend la décision. Oui. La décision revient à la Marina. Et la Marina, aujourd'hui, c'est Patrice Talon. Moi, je pense que ce sont des négociations peut-être en griffe informelle. Tout va concourir à régler peut-être la crise. Mais je pense également que pour réussir, il faut savoir prendre des décisions. Il faut savoir quoi dire à Niamey, parce que si le discours n'est pas bien tenu à Niamey, ça ne va pas résoudre les choses. Ce qu'on peut faire, c'est de dresser maintenant le lit au dialogue. Comme l'a dit William, mettre en relation les deux parties, les deux diplomaties, pour qu'on puisse s'asseoir et discuter. Parce que ce qui crée le problème, lorsqu'on évoque la crise de 2013-2014, ça c'était entre deux États, où on a à la tête de ces États des hommes politiques, il n'y avait pas l'armée, et de l'autre côté, des acteurs politiques qui tiennent là-bas, c'est l'armée, et l'armée, en griffe, écoutez, c'est pas des gens qui écoutent tout de suite et tout, ça c'est ils ont des positions tranchées sur certaines affaires. La preuve est que, vous avez vu, depuis qu'on est en train de parler de cela, si c'était un certain Bazoum qui était au pouvoir ou Issoufou qui était au pouvoir, peut-être qu'on aurait déjà évolué dans la résolution de cette crise-là. Mais parce que c'est des militaires qui sont venus au pouvoir, il y a beaucoup de choses sur lesquelles... Le pouvoir civil plus entêté que ça. Hein. Non, c'est vrai, mais on discutait. La crise de l'île de l'été. Si on a pu aller devant un tribunal, c'est parce qu'on a accepté. On a accepté. Il y a le dialogue qui a échoué avec Mamadou Tandja. Non, le dialogue a échoué, mais on a décidé ensemble d'aller là-bas pour résoudre. Non, le Bénin a esté. Oui, le Niger en justice, si je ne me trompe. Les juristes peuvent nous le rappeler. Le Bénin a esté le Niger en justice. Mamadou Tandja en justice, c'est le dialogue qui a échoué. Voyez, on a dit que la CEDEAO, on ne reconnaît plus la CEDEAO, on a créé une autre organisation. C'est parce que les deux États ont signé, ont souscrit devant ces instances-là. Vous savez ce que nous sommes en train de vivre actuellement se résume en quelques mots. C'est une guerre d'ego. Je précise, une guerre d'ego. Vous savez, c'est parti de ce que nous connaissons, des mots qui sont partis, des mots forts liés à une sanction, et puis les mots ont été mal perçus de l'autre côté. On s'est dit, à moi, il le fait, et puis c'est resté dans une guerre d'écho. Les escalades que nous avons suivies récemment, ce sont encore une somme de guerre d'écho. On est en train de parler de combat. C'est là où j'en viens, c'est là où j'en viens justement. C'est encore des guerres d'égo. Et là, actuellement, nous avons deux anciens chefs d'État qui sont allés échanger avec la partie nigérienne pour voir dans quelle mesure les écouter et échanger aussi avec la partie béninoise. Et là, je crains que tel qu'on est en train de parler sur le plateau, que cette guerre d'écho ne fasse encore écho, en ce sens qu'on va se dire, là où moi j'ai échoué, que mes prédécesseurs aillent ramener la paix, alors je dois rester ferme dans mes bottes. Non, il faut qu'on fasse attention à cela. Non, parce que ici, j'ai entendu sur ce plateau qu'on a dit que c'est possible qu'il accepte, c'est aussi possible qu'il refuse, que la dernière décision de la Marina. Attention, nous parlons d'un sujet très sensible. Là où nous en sommes aujourd'hui, c'est que ne regardons pas le profil de qui ramène la paix. Ne regardons pas le profil de qui négocie. Regardons plutôt le résultat que cette négociation va apporter aux deux peuples. C'est-à-dire qu'on se dise, non, c'est parce que ces deux opposants, par exemple, quand vous avez entendu, tout à l'heure, quand nous avons tous entendu, deux opposants reçus par Tiani, on a dit, mais c'est de la désinformation, parce que... Ce n'est pas de la désinformation, c'est une façon de lire l'actualité. C'est simplement de la pure désinformation. C'est de la pure désinformation. Parce que non, je vous dis clairement que c'est de la pure désinformation. C'est de la désinformation pure et simple, en ce sens que nulle part, ni Seforce-Glo, ni Yaïboni n'a dit qu'il va là-bas en tant qu'opposant. Et ils ont été reçus en tant qu'anciens chefs d'État du Bénin. Ce qui veut dire que ce n'est pas le casquette d'opposant qu'on regarde, ce n'est pas le citoyen qui s'oppose peut-être à la gouvernance interne au Bénin qu'on reçoit, mais plutôt un ancien chef d'État et un autre ancien chef d'État, tous qui ont été des prédécesseurs, qui sont des prédécesseurs de Patrice Talon. Ce qui veut dire que ce n'est pas les opposants qu'on reçoit, mais plutôt des chefs d'État. Quand nous partons de cette image-là, on comprend mieux le débat. Mais quand on se dit déjà que c'est des opposants, on revient à la guerre d'ego. Et cette guerre d'ego, c'est quoi? On va se dire, là où le gouvernant et la mouvance, le président de la mouvance a échoué, le président de la République a échoué, ses opposants sont allés ramener la paix. Est-ce que vous voyez un peu l'image de guerre d'ego que vous êtes en train de ramener? Non, évitons la
guerre d'ego. La guerre d'ego a commencé depuis très longtemps et aujourd'hui maintenant il faut passer à l'humilité. Il faut maintenant plus d'humilité. Je veux bien t'écouter, mais laisse-moi terminer ce point. Nous voulons aujourd'hui dans le sens. Maintenant c'est avec humilité, courtoisie qu'on pourra résoudre cette crise et je pense que c'est l'étape à laquelle nous sommes. Et j'ai dit tout à l'heure que ce comité doit se renforcer par d'autres personnes aussi sensibles qui peuvent parler dans les oreilles de Tiani afin de pouvoir donner un résultat. Je pense que c'est le plus important que nous devons suivre. Oui, les religieux, pas les religieux que les gens du Niger écoutent. J'ai pas entendu. Oui, on doit renforcer quand le dialogue va commencer. Les religieux à Cotonou, bien là-bas. Les religieux de part et d'autre. Ceux qui sont vitriolés actuellement là. Non, quand je dis religieux, je ne parle pas d'église catholique. Oui, mais il n'y a pas que l'église catholique qui est vitriolée. Vous ne voyez pas l'actualité là. On a l'impression que tout ce qui va contre, enfin, une façon de voir. Mais les rois ont soutenu le PAG. Une façon de voir les rois aussi à la marina. La chefferie traditionnelle peut, mais même si elle soutient le PAG, les journaux deviennent très inspirés contre ces hommes-là. J'espère bien que au retour de Niamey, que ces anciens chefs d'État ne vont pas retrouver les épithètes qu'on leur attribuait et la façon dont on les traitait dans les journaux comme de vils individus séniles qui ne savaient plus comment est-ce qu'il faut trouver un moyen de rester tranquille. En tout cas, on observera et on verra ce que ça va donner. Nous avons une presse dans son ensemble, une presse professionnelle. Oui. Moi, je n'ai pas accusé le professionnalisme. Peut témoigner. Moi, je n'ai pas accusé le professionnalisme de la presse. Lorsqu'on parle de guerre d'ego, vous savez, moi, je crois que vous voulez reprendre le débat. Merci beaucoup, Franck Aonou. Merci de me rappeler que la presse est très professionnelle à Cotonou. Oui, dans son ensemble. Dans son ensemble. Oui, dans son ensemble. Ce n'est pas pour rien qu'on a gagné quelques 10 places dernièrement, non? Dans son ensemble. Attendez le prochain classement avec tout ce qui va se passer dernièrement. Attendez le prochain classement, vous verrez comment Merci beaucoup, chers messieurs. Vous passez une très bonne journée. Mesdames et messieurs, c'est la fin d'Actu Matin. Merci d'avoir été là. Bonne journée. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans la presse nationale ce mardi, les quotidiens parlent de la médiation des Yaye et Soglo au Niger, de l'économie et des sports, mais aussi de plusieurs faits de société. On commence par le quotidien Fraternité qui s'intéresse à la déviance observée autour des jobs de vacances. Le journal consacre sa manchette à un sociologue spécialiste de la question. Mes confrères publient l'intégralité de l'interview du docteur Bruno Mochok qui pense qu'on peut mieux organiser le job de vacances pour sécuriser l'étudiant, comme cela se passe dans les pays développés. Dans l'entretien accordé à nos confrères, il expose les avantages mais aussi les risques des jobs de vacances pour les élèves, mais aussi les étudiants. Le sociologue propose enfin aux vacanciers d'être éveillés. On reste avec le journal de Ménotin, mais cette fois-ci prenons la direction du palais des gouverneurs pour évoquer l'actualité parlementaire. Par la plume de Karim Oscar Anorin, le quotidien nous informe que les députés ont adopté la loi portant création des ordres. La même nouvelle est aussi portée par Matin Libre. Le journal écrit au sujet des ordres nationaux que les députés dotent le Bénin d'une nouvelle législation. Mes confrères détaillent que grâce à cette nouvelle loi, on parlera désormais de l'ordre national, de l'ordre de mérite social, de l'ordre de mérite agricole, culturel, sportif, académique, de défense et de sécurité, et j'en passe. Les échos du Parlement toujours, mais cette fois avec le matinal qui informe sur la relecture de la loi organique du CES. Le journal parle du nouveau visage du Conseil économique et social. Le matinal précise par ailleurs que les syndicats sont définitivement écartés après cette modification apportée par les députés le 21 juin dernier. Décryptage aussi parle de l'exclusion des représentants syndicaux au sein du Conseil économique et social. Toujours Matin Libre avec l'économie, notamment la filière coton au Bénin. Le journal parle ce matin d'une autre contre-performance de la rupture. Le quotidien donne tous les détails de cette contre-performance dans sa page 2. Un autre revers pour le Bénin, c'est
décryptage info qui porte la mauvaise nouvelle. Parlant de l'exportation des produits agricoles, le journal informe que l'ananas du Bénin a été épinglé en France, ceci pour excès de pesticides. Mes confrères de décryptage s'interrogent alors sur la contamination chimique et pesticides dans les plats au Bénin avant d'alerter sur l'urgence de renforcer la chaîne de contrôle des aliments. Matin Libre revient également sur le bilan négatif de Talon dans le monde éducatif et de la recherche scientifique. Le Canard analyse en effet la construction d'infrastructures modernes et réformes dans les universités publiques. En prenant le cas de l'université d'Abomey-Calavi, mes confrères concluent que l'UAC est presque délaissé sous la gouvernance Talon. Toujours en éducation, le même quotidien annonce les résultats du CEP 2024 pour vendredi prochain. Dabarou aussi confirme l'information écrite que les résultats du CEP 2024 connus vendredi prochain. Le même journal de Parakou au sujet du dénouement de la crise au Bénin-Niger informe que Boni Yaye et Nicéphore Soglo sont reçus hier par les autorités nigériennes. Toujours parlant de cette crise entre le Bénin et le Niger, le Béninois libéré informe également que Yaye et Soglo sont reçus par 2 ministres de Tiani. Mais le journal se demande s'il y a une once d'espoir. Crise pipeline Bénin-Niger, Boni Yaye et Nicéphore Soglo à Niamey pour sauver Patrice Talon, écrit le pays émergent. Et pourtant, ces 2 anciens présidents sont tout le temps vilipendés par les turiféraires de la rupture, ajoute le journal de Nazer Vikou. Toujours en politique, mais cette fois-ci, on revient au Bénin, au sujet de la polémique autour du code électoral après les recommandations de la conférence épiscopale. Le pays émergent demande qui manipule les imams. Le journal publie la photo de l'ancien député Gbadamassi et demande s'il est en mission pour Patrice Talon. On termine en sport avec le même quotidien qui annonce la fin de la Super Ligue Pro 2023-2024 au Bénin. Coton FC de Ouida indétrônable. Dadje FC, l'équipe surprise de la saison. Le DG Joël Debali aux Anges pour mission accomplie et contrat bien rempli.